Bonjour et bienvenue sur cette matinale Innova Press, votre nouveau rendez-vous de l'actualité de l'immobilier et de la ville. Les chiffres Imostat pour le premier trimestre sont tombés, avec un marché locatif qui garde une bonne forme à la faveur des stratégies d'implantation des sociétés suite au Covid. Pour faire le tour d'horizon des grandes tendances de ce marché, je reçois Olivier Topin. Olivier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le directeur agence bureau et industriel de Cushman & Wakefield France, qui est un des 4 membres du GIE Imostat. Sur le marché tertiaire francilien, on va commencer d'abord par le marché tertiaire francilien. On a une demande placée à plus de 500 000 euros, un peu plus de 500 000 mètres carrés, pardon. Une hausse, je crois, de 40% par rapport au T1 2021. On peut parler, bien évidemment, de bonnes reprises. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est par rapport au pré-Covid? Quels sont les faits marquants de ce premier trimestre? Vous avez tout à fait raison. On est plutôt sur un très bon démarrage. On n'est plus qu'à moins 11% de la moyenne 5 ans d'avant Covid. Donc, on voit bien qu'il y a un rattrapage qui s'est fait. Ça fait suite à une année 2021 et surtout un dernier trimestre 2021 en forte accélération, puisqu'on a fait 680 000 mètres carrés au dernier trimestre. Le moteur, très clairement, aujourd'hui, de ce marché, ce sont les petites et les moyennes surfaces qui ont redémarré très fortement. Sur les petites surfaces, donc jusqu'à 1000 mètres carrés, on est quasiment revenu à un niveau normal. Pour le mid-market, c'est en train d'arriver doucement. Le vrai sujet, et ce qui nous intéresse tous dans ma profession, c'est évidemment retour ou pas des grandes transactions. Des grandes transactions et des grands utilisateurs. Et des grands utilisateurs, évidemment, qui mettent un peu plus de temps à établir une nouvelle stratégie suite au bouleversement qu'on a connu avec le Covid. Les premiers signes sont plutôt positifs. 15 transactions au premier trimestre, dont une très très grande partie, plus de 80% sur des immeubles neufs ou restructurés. Donc là, on voit bien que l'appétence des grands utilisateurs pour ces immeubles-là, on est sur un niveau de transaction d'un peu plus de 170 000 mètres carrés, 175 000 mètres carrés. Donc ça nous place, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, au-dessus de 2015-2016, au-dessus de 2020, parce que nous n'étions pas encore confinés sur le premier trimestre. En revanche, on a eu 2 années records, 2018 et 2019, et là on est 2017 et 2018, pardon, et là on est très en dessous. Mais c'est plutôt très favorable et on est assez optimiste à suivre, d'autant qu'il y a eu 3 transactions de plus de 20 000 mètres carrés au premier trimestre, et c'était un peu ça qui nous avait pénalisé l'année dernière. Il y avait très très peu de très grands deals. Là, on en a déjà 3. C'est un bon signe. J'espère que ça va continuer comme ça. D'accord. J'imagine qu'il y a quand même dans toute l'Île-de-France des secteurs un peu plus gagnants que d'autres. L'attrait de la demande, en tout cas, des grands utilisateurs et même des utilisateurs assez moyens, c'est la centralité. Vous confirmez donc ce fait. Alors, quels sont les écueils qu'il va falloir du coup éviter pour la suite là? Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, en neuf restructurés, les grands mouvements qui est très plébiscité. Se feront principalement sur ces immeubles-là. Sur les 15 grandes transactions, 5 se sont faites sur Paris. Le quartier central des affaires, et ça c'est un fait marquant, assez, non pas étonnant, mais je ne pensais vraiment pas que c'était à ce point-là, connaît son meilleur démarrage depuis 2007. Oui. Donc il faut remonter à très très loin pour trouver un aussi bon démarrage. Un aussi bon premier trimestre pour le QCA. Exactement. D'accord. Donc le QCA démarre très très fort. La défense n'est pas en reste, puisqu'elle fait plus 50%, 59% même par rapport à une moyenne décennale. Donc on voit bien que la défense redémarre très fort aussi, avec plus de 60 000 mètres carrés commercialisés. On voit bien donc immeuble neuf et quartier d'affaires. C'est ça qui marche. La grande différence quand même entre le QCA et la défense, ça reste l'offre. Alors, ça reste l'offre. 500 000 mètres carrés disponibles à la Défense avec un taux de vacances de 14%. QCA, on est en dessous de 3%. C'est ça, de taux de vacances. Et puis les loyers. L'écart entre les loyers prime à la Défense et à Paris n'ont jamais été aussi importants dans l'histoire de l'immobilier d'entreprise. Si on regarde un petit peu, depuis qu'Imostat fait des chiffres, le record du loyer prime sur Paris s'établissait à 975 € du mètre en 2001. Aujourd'hui, il va sans doute passer à 950. En revanche, quand on était à 975 € en 2001, on était à 750 à la Défense, en euros constants, évidemment. Bien sûr. Et aujourd'hui, donc, l'écart est de 400 €, puisqu'on est à peu près à 550 versus 950 sur Paris. D'accord. 4 stations de métro, 400 € du mètre. Il y a une grande différence. Pour 4 stations de métro, c'est énorme. Voilà. Tout à fait. Mais du coup, par rapport aux autres secteurs,
Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour eux? Je pense par exemple à tout le côté Saint-Ouen, Saint-Denis, qui a eu quand même un fort développement en matière d'immobilier tertiaire. Alors, un très très fort développement, porté évidemment par 2 années exceptionnelles, 2017, 2018. Ouais. On a lancé les chantiers en 2019. Le Covid est arrivé, personne ne l'avait anticipé. Les chantiers sont lancés et vont être livrés, et sont pour la plupart livrés d'ailleurs. Encore une petite partie à livrer. Ce qui a fait du bien à ce secteur et ce qui va faire du bien à ce secteur, c'est quand même l'arrivée de la ligne 14 qui a été retardée de nombreuses fois. Là, c'est une réalité. À nous, après, agents immobiliers, de bien conseiller nos clients et de faire de la pédagogie sur ces secteurs qui offrent des immeubles magnifiques avec de grandes visibilités pour certains le long du périphérique, par exemple. Donc, une offre servicielle aussi, comme dans tous les autres oui, tout à fait. immeubles. Maintenant, c'est acté. La qualité de ces immeubles n'a pas du tout à rougir de ce qui se fait sur Paris ou à La Défense, évidemment. Non, c'est que la transformation urbaine met du temps à se faire et que des nouveaux pôles tertiaires mettent du temps à s'établir aussi, à être reconnus par les utilisateurs. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail des entreprises publiques et parapubliques qui est déjà lancé, puisque le GRDF a pris des surfaces à Saint-Denis au premier trimestre, la SNCF l'avait fait l'année dernière. Donc, ces entreprises-là peuvent être le moteur du dynamisme de ces secteurs et montrer l'exemple à d'autres sociétés qui aujourd'hui hésitent entre Clichy, Saint-Ouen, Saint-Denis ou La Défense. Mais c'est vrai qu'avec 500 000 m² disponibles à La Défense, des loyers très attractifs et en baisse et des mesures d'accompagnement très élevées. Toujours, oui. Toujours. Là, on est toujours au-dessus de 30%. Oui, exactement. La compétition va être rude. Oui, d'accord. Ok. Alors, parlons un petit peu de la suite des 3 prochains trimestres. Je crois que vous restez assez positif, notamment pour le take-up. On reste assez positif parce que je pense que sur les petites et moyennes surfaces, il n'y a pas de sujet. Le marché est vraiment reparti. La vraie inconnue, c'est la capacité des entreprises à bouger. On rencontre des clients tous les jours qui nous font part de leurs projets. Le sujet immobilier est très prégnant chez eux. C'est vraiment le sujet majeur aujourd'hui parce que c'est un levier d'économie. C'est aussi la possibilité pour eux de capter les meilleurs talents et de retenir les talents aussi. Donc, c'est un vrai objet important. Il faut faire revenir les salariés au bureau. Donc, toutes les grandes entreprises savent bien qu'elles vont avoir un sujet immobilier à traiter dans les 12 ou 24 mois. Donc, on est assez optimiste. C'est au-dessus de la pile des dossiers. C'est vraiment tout en haut, exactement. L'immobilier pour eux, en tout cas. Oui, vraiment, que ce soit RH ou finance, il y a pas de débat. L'immobilier est un enjeu très fort. Donc tout ça, on est plutôt très positif. Évidemment, on pense qu'on va atteindre un niveau d'environ 800 000 m² en grande surface. On a une bonne vision aujourd'hui des demandes exprimées qui devraient se signer cette année, puisque ce sont des projet qui met un peu de temps à s'établir. Donc, on espère atteindre les 800 000 m², ce qui devrait nous permettre de dépasser les 2 millions de mètres carrés, peut-être les 2,2 millions. Donc, des niveaux pré-crise. Des niveaux, pas les meilleurs d'avant Covid, mais des niveaux tout à fait bons pour l'Île-de-France. D'accord. Olivier Topin, merci pour votre témoignage. Et à très bientôt, on continuera de surveiller ça. Volontiers, à très bientôt. Merci. La matinale Innova Press continue avec la première acquisition de Remake, la société de gestion lancée en fin 2021 par Nicolas Kert et David Sexig, boucle un double investissement en bureau et en résidentiel pour sa SCPI Remake Live. C'est l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur cette nouvelle structure et ses objectifs. Je reçois son président et cofondateur, donc Nicolas Kert. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, le paysage des sociétés de gestion type pierre-papier est assez rempli. Il y a beaucoup de concurrence. Comment est-ce qu'elle est née votre société et quel est votre but ? La naissance de la société vient de 3 constats. Le premier, on se connaît depuis un certain temps avec David Sexig, donc on a une collaboration qui est assez longue dans un environnement de grosses sociétés de gestion. On le voit bien, quand on est gros, on est un peu moins mobile par rapport à l'innovation, et on s'est dit que en étant finalement nos propres patrons, on allait pouvoir non seulement déployer des stratégies auquel on croit, on aura l'occasion d'y revenir, de l'agilité. Il nous a fallu 9 mois en tout pour finalement être agréé et sortir notre premier produit, ce qu'on peut considérer comme étant rapide. Et puis 3, on est un pure player sur 2 sujets, je pense qu'on aura l'occasion d'y arriver plus tard. C'est l'occasion de parler de cette SCPI.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette typologie et surtout sur sa stratégie d'investissement? Exactement. Alors, il s'agit d'une SCPI. Il y a une particularité déjà visible, c'est une SCPI qui n'a pas de commission d'entrée. Vous le savez, la plupart des SCPI ont des commissions d'entrée, ce qui génère certaines difficultés, notamment en matière de distribution dans l'assurance vie. Donc, on a choisi, nous, c'est notre positionnement pure player, c'est d'être sans frais d'entrée. Peut-être que d'autres produits que nous lancerons derrière seront aussi sans frais d'entrée, c'est un peu notre marotte, pour faciliter finalement l'intégration du produit, notamment en assurance vie, mais pas seulement, mais notamment en assurance vie. Auprès du grand public, je suppose. Et aussi. Voilà, et effectivement, on a un deuxième positionnement, c'est que nous sommes destinés à la clientèle grand public, cette SCPI est bien évidemment grand public, les autres produits le seront. Donc nous sommes très proches finalement de l'investisseur final, but nous sommes des pure players du B2B, c'est-à-dire que nous commercialisons uniquement à travers les réseaux de distribution, les CGP, l'assurance vie. Ok. Et alors, sur la stratégie d'investissement de la SCPI, on l'a vu, un actif de bureau déjà préloué dans une ville de seconde couronne, en l'occurrence Cergy parisienne, et du résidentiel, mais pas n'importe quoi, ou en tout cas un produit un peu atypique, qui est l'usufruit, on va dire. Enfin, vous gardez pas forcément l'usufruit d'ailleurs. Absolument. Dites-nous un petit peu plus d'ailleurs sur ces actifs, sur peut-être la façon dont ce deal a émergé et qu'est-ce que ça représente dans la stratégie de la SCPI? Exactement, il faut reparler en fait de la SCPI. La SCPI, c'est un produit qui est investi par tous les Français potentiellement. C'est un produit très mass affluent. Donc directement ou indirectement d'ailleurs. Plus souvent indirectement. Ou indirectement. Ah ouais, c'est à peu près équilibré en fait. Mais on a à la fin des clients particuliers, des épargnants de tous bords en fait. La réalité, c'est que la majorité des Français, ils vivent où? Ils vivent en ville, mais ils vivent surtout autour de la ville. C'est la majorité des Français vit en périphérie des villes. Vous avez donc un produit d'épargne qui est souscrit par plein de Français qui vivent en majorité autour de la ville. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est plutôt de contribuer à développer ces territoires autour du noyau central de la ville, donc ce qu'on appelle la banlieue. Et nous, on veut réhabiliter la banlieue, réhabiliter le terme banlieue, parce qu'on pense que finalement, investir l'épargne des Français là où ils vivent, et là où ils vont peut-être plus travailler demain, le télétravail, le changement du rapport par rapport au travail, peut-être que le travail finalement va venir chez vous, au lieu d'aller au travail, le travail vient chez vous. De transport aussi. Voilà. Donc, nous, on considère que, justement, cette couronne, elle va continuer de se densifier. Elle a des besoins qui sont, à notre sens, beaucoup plus importants que Paris QCR, en matière de bureaux notamment, mais pas seulement, en matière d'hébergement également. Et donc, notre credo, c'est de développer ces territoires. Dernier point, une SCPI, elle est constituée pour 99 ans. Un investisseur dans une SCPI, il reste 10 ans, 20 ans. C'est très très long, il reste très longtemps. Ça veut dire qu'on peut investir sur des horizons d'investissement très longs. Et donc, on peut imaginer accompagner la transformation d'un territoire. Oui, ça prend du temps de transformer un territoire. On le fait bien 5 ans, on le fait peut-être en 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, c'est ce qu'on veut faire avec Remake Live. C'est justement contribuer au développement de ces territoires sur des durées très longues. Pourquoi pas très longues? Mais à condition, évidemment, que les actifs soient loués. En l'occurrence, sur l'exemple de Cergy, évidemment, l'actif est loué auprès avec possibilité de le retravailler éventuellement. Alors, et c'est ça, en fait. Quand vous avez un horizon de gestion qui est très long, eh bien, effectivement, quand vous achetez un immeuble qui est sur un terrain d'1,2 hectare, vous pouvez vous dire que peut-être que dans 20 ans, quand bien même le locataire voudrait partir, il se passerait probablement quelque chose, d'autant plus que ce terrain, il est à proximité d'une ZAC, la ZAC des Marches Aubert. D'accord. Alors, vous précisez aussi vouloir concilier valeur financière et utilité sociale. Par quels moyens est-ce que ça passe, du coup? Finalement, la première vertu, c'est de développer là où il y a des besoins. Je veux dire, développer du logement là où il y en a besoin ou créer de l'emploi, que ce soit dans le bureau, dans l'hébergement géré, là où il y en a besoin, c'est quand même une première vertu. Je pense que personne n'a attendu Remake Live pour investir sur les Champs-Élysées. Il y a beaucoup de gens qui sont compétents pour le faire et qui ont les moyens, donc on n'ira pas ici. En revanche, ailleurs, c'est peut-être moins le cas. Deuxième chose, on voit qu'en termes de prix, vous regardez les prix mètre carré par exemple, à Paris et la Couronne, l'écart n'a jamais été aussi important en valeur absolue. Et ça marche dans beaucoup de métropoles en fait européennes. Donc tactiquement, il y a aussi un intérêt à aller investir en fait en Couronne parce que nous pensons qu'il y a des écarts de prix qui sont parfois injustifiés et sur lesquels la SCPI en fait pourrait capitaliser. Le deuxième élément, c'est que en général, vous savez, on appelle la mutation d'un territoire s'accompagne souvent de gentrification.
C'est un terme pour dire finalement que les prix montent globalement et du coup l'exclusion. Exactement. C'est que vous avez des populations parfois un peu fragilisées qui se retrouvent face à des prix qui montent et finalement qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent. Et nous, ce qu'on a voulu faire avec Remake Live, c'est accompagner la mutation de ces territoires sur très longue durée. Donc on a investi à Bordeaux dans la dans la ZAC de Brazza, donc un futur quartier très important sur la rive droite de Bordeaux. Et en plus en nue propriété. En nue propriété, on fait de la résidence étudiante qui est acquise en nue propriété et l'usufruit, donc finalement l'exploitation de l'actif, est réalisée par un bailleur social qui va louer les chambres d'étudiants, donc à des conditions évidemment bien plus basses, bien plus intéressantes pour ces étudiants. Et là, on accompagne le développement de ce territoire en permettant finalement la création de logements sociaux et donc créer une mixité dans ce nouveau quartier. D'accord. D'autres opérations dans le pipe ? Absolument, d'autres opérations, parce que cet état de fait, on a parlé de région parisienne avec Chargy, on a parlé de Bordeaux, mais en fait, cette espèce de transformation des métropoles, des grandes métropoles, on investit seulement dans les métropoles de plus de 250 000 habitants, en majorité, on voit que ce phénomène, finalement, gentrification et d'exclusion, il se produit un peu partout en Europe, et donc, on a voulu avoir cette démarche, finalement, d'investissement en Europe. Et les prochains actifs qu'on va acheter seront probablement à l'étranger. Donc, on aura une diversification. Avec un scope juste européen. Européen. D'accord. On verra plus tard. Ok, d'accord. Très bien. On continuera à suivre en tout cas ceci. Merci Nicolas Kert pour ce témoignage et à très bientôt. À bientôt. Poursuivons cette matinale Innova Press avec Caroline Delgado-Rodos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de REI Habitat. REI Habitat qui est un promoteur depuis 2009, je crois, spécialisé dans le bois. On est là pour faire un petit peu le point de vos différentes opérations. Il y a eu plusieurs actualités qui ont marqué 2021 et ce début d'année 2022. Revenons un petit peu sur Wood Up. Wood Up que vous avez vendu à Gecina, on va dire à la mi-2021. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors Wood Up, c'est une opération qui a démarré en chantier à la fin de l'année dernière, en octobre-novembre. C'est une opération emblématique qui fait 17 étages, donc c'est 132 logements et une partie d'activité qui est juste devant la Seine, sur le long de la porte d'Ivry. C'est une très grosse opération, donc c'est une prouesse technique en fait qu'on réalise, puisque faire du bois à cette hauteur-là nécessite d'avoir des autorisations techniques et d'avoir fait des essais qui sont très importants pour pouvoir justement s'assurer de la bonne tenue de l'immeuble. Donc ça, c'est vraiment en premier lieu un défi technique. Au-delà de l'ensemble des labels que pourrait avoir cet immeuble, c'est vraiment quelque chose de très très important pour nous, mais aussi pour le futur des immeubles en bois. Donc c'est vraiment quelque chose qui fera progresser les immeubles en bois, au moins pour les immeubles de 4e famille. Et puis, sur cet immeuble-là, on a voulu être plus innovant encore que sur les autres et on a souhaité travailler avec la filière feuillue française. D'accord. Quelle est la spécificité du coup ? Il y a une bonne raison à changer ou est-ce que c'était une opportunité ? Alors en fait, dans les forêts françaises, il y a 2 tiers de feuillus et 1 tiers de résineux. Principalement, le résineux est utilisé en bois de construction. Et c'est vrai qu'il est important de pouvoir travailler avec la filière du feuillu pour qu'elle puisse se développer et pouvoir justement fournir les volumes qui seront possibles pour la construction. Et donc cet immeuble-là était le bon moment de démarrer. Et donc on a souhaité faire le maximum du bois de cette opération en hêtre. Et du coup, quel approvisionnement ? Alors, notre spécificité, c'est d'acheter du bois français. Oui. Donc, c'est du bois qui vient par la Seine. Et donc, on diminue l'empreinte carbone au-delà de réaliser du bois dans l'opération, également par le transport avec un bois qui vient de Normandie directement. D'accord, donc il vient de Laval, du coup. Exact. Ok, d'accord. Donc, les péniches remontent la Seine. Exactement. Pour livrer directement sur chantier dans Paris. Devant l'immeuble, exactement. D'accord, ouais. ok. Et alors, du coup, donc, on est sur une opération en termes de bilan carbone assez vertueuse. Oui. En bois, en plus peu de transport. Vous avez tout de même, dans cette opération, souhaité rejoindre on va dire le label ou le dispositif Un immeuble, une forêt. Est-ce que vous est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ? Quel est le dispositif et pourquoi sur cette opération avoir choisi de rejoindre ce label ? Alors c'est un dispositif qu'on met en place avec Fibois. L'intérêt de ce dispositif est de plusieurs ordres. À la fois, il participe de replanter des forêts et de participer justement à la reforestation française, puisqu'on prélève du bois et donc on replante du bois.
Ça, c'est évidemment très important quand on construit en bois. C'est un engagement, en fait. C'est un engagement, exactement. Voilà. On pour s'engage, chaque opération. exactement, sur chacune de nos opérations, à consacrer une partie du budget de l'opération, à la fois à reboiser les forêts françaises, mais également à aussi avoir une action dans l'immeuble culturelle, donc culturelle au sens large, et qui peut être aussi en lien ou en parallèle avec les aspects de forêt et de bois également. Donc on est en train de réfléchir justement dans l'immeuble, quel est le choix d'œuvres culturelles qu'on mettra en place avec Gessina dans cette opération. D'accord. Alors, une autre opération, et cette fois-ci plutôt tertiaire. Oui. Alors, REI Habitat avait plutôt l'habitude de faire du résidentiel, Oui. je crois. Ceci est une opération tertiaire qui a été d'ailleurs validée il y a quelques temps. Ça s'appelle le Wiki Village Factories. Oui. Donc, c'est encore dans Paris, quartier Saint-Blaise. Oui. Même question, même première question, où est-ce qu'on en est sur cette opération? Alors pareil, le chantier a démarré Chantier quatrième démarré. trimestre 2021. D'accord. Donc on est effectivement en train de réaliser cette opération. C'est une opération de 7500 m² de bureaux qui est donc enfin, pour un investisseur qui s'appelle Ethic, qui est un investisseur de l'économie sociale et solidaire et qui donc a comme objectif de pouvoir faire s'implanter dans l'immeuble des entreprises justement de l'économie sociale et solidaire. Et donc c'est un immeuble qui D'accord. regroupe tous les aspects de l'ESS, à la fois par la construction et l'engagement qu'on a sur l'immeuble, mais également par les occupants qui seront dans cet immeuble derrière. D'accord. Alors ça, c'est pour la partie, on va dire, parisienne. Je sais que vous avez aussi, une des actualités marquantes de REI Habitat, ça a été aussi un partenariat qui a été noué avec un autre promoteur, en l'occurrence Sogeprom, Tout à fait. qui, lui, a pas trop l'habitude du bois. On commence à comprendre un petit peu pourquoi il y a ces deux rapprochements. Alors déjà, pourquoi avoir choisi Sogeprom? Est-ce que ça a été complètement opportuniste ou est-ce qu'il y avait une grande logique derrière? Et comment ça se passe et comment ça va se traduire pour vous? Alors, notre souhait, c'était de pouvoir s'associer avec un promoteur qui est implanté nationalement. Donc, Sogeprom est une société qui a des implantations dans l'ensemble des régions françaises. Et ça nous permet de nous déployer à leur côté, à la fois en mixant nos savoir-faire, notre savoir-faire en bois, mais également les équipes de Sogeprom, ancrées localement, mais également avec leur savoir-faire technique. Et on trouvait que par connaissance et appétence et proximité des équipes, ça avait vraiment du sens de pouvoir se rapprocher et de se déployer à la fois en Ile-de-France, mais également sur l'ensemble des régions françaises ensemble. D'accord. Donc c'est un peu votre nouveauté, ça va être justement de vous développer Oui. Au national, à l'échelle Exactement. nationale, un peu plus dans les régions. Est-ce qu'il y a déjà des opérations en cours? Alors pas forcément avec Sogeprom, je pense que c'est peut-être un peu tôt, mais est-ce que vous avez déjà commencé à vous développer dans les territoires? Oui, alors on vient de gagner une opération à Ferney-Voltaire, qui est une opération d'une 60aine de logements dans le pays genevois, D'accord. à proximité donc de la Suisse. Et puis en Ile-de-France, on avait déjà gagné une opération récemment à Pantin, une très belle opération de 66 logements. Donc voilà, on est effectivement sur des opérations qui maintenant vont démarrer en montage. D'accord. Merci Caroline Delgado-Rodos pour ce point et on vous souhaite bien du courage pour ces prochaines opérations, en tout cas du succès. Merci beaucoup.